Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pilar. Bonjour Benoît. Bienvenue à Libre Ensemble, votre nouveau rendez-vous de la laïcité. Ce programme, nous l'avons conçu pour vous, laïcs convaincus, laïcs critiques, mais aussi laïcs qui s'ignorent parfois, et plus largement encore pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient simplement en savoir un peu plus au sujet de la laïcité, de ses acteurs, de ses valeurs et de toutes les questions qui nous préoccupent. Comme vous le savez, la laïcité est un mouvement pluriel. Le débat en est la règle. Nous avons voulu mettre le débat au centre de nos conversations. C'est la raison pour laquelle nous allons vous proposer des émissions très éclectiques avec des invités venant de mondes et d'univers différents afin de pouvoir aborder un large panel de sujets. Nous vous y proposerons aussi des émissions d'actualité, mais aussi des reportages. Et puis, vous viendrez avec nous sur le terrain et dans les coulisses de la laïcité en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à l'étranger. Durant cette première saison, nous accorderons une attention plus particulière aux débats qui concernent l'éducation et l'enseignement. Mais nous parlerons aussi de philosophie, de questions éthiques au sens large, ou encore de politique, belge, européenne ou internationale. Bref, de tout ce qui est susceptible d'alimenter notre réflexion laïque et libre exaministe. Et pour commencer, plantons le décor en compagnie d'un observateur attentif de la laïcité en Belgique et dans le monde. Jean-Philippe Schreiber, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'Université libre de Bruxelles. Le célèbre naturaliste britannique Richard Dawkins a eu cette formule « Organiser des athées, c'est comme essayer de créer un troupeau de chats ». Est-ce à dire que les libres penseurs, et a fortiori les laïcs, sont à ce point individualistes qu'ils sont incapables de s'organiser? Sont-ils incapables de s'organiser? Non, ils s'organisent. Ils s'organisent, mais ils sont très diversifiés. Alors ça peut peut-être offrir l'image d'un troupeau un peu incohérent. En même temps, c'est peut-être ce qui fait à la fois son charme et sa particularité. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse quand il s'agit de peser sur la marche du monde ou la marche de la société? Je crains malheureusement que le monde laïque aujourd'hui pèse très peu. Malheureusement, sur le cours du monde, en particulier dans l'Union européenne. En même temps, je crois qu'il est utile que ce mouvement ne soit pas trop structuré, pas trop rigide sur le plan idéologique, qu'il montre sa diversité, qu'il montre son pluralisme pour parvenir à recueillir l'assentiment d'un certain nombre d'Européens qui se reconnaissent dans l'humanisme global du monde laïque, mais peut-être pas nécessairement dans tous ces combats. Alors, qu'est-ce qui peut marquer la différence, la divergence d'opinion au sein du monde laïque? Ça se marque sur quel sujet de société, par exemple? Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est le monde laïque. Et on en connaît peu de choses parce que finalement, le monde laïque, contrairement à d'autres segments convictionnels de notre société, a été très peu étudié. Il y a peu de sociologie de la laïcité. Et donc, qu'est-ce que c'est le monde laïque? Moi, je suis bien incapable de vous le dire. On voit un peuple laïque, pour reprendre l'expression chère à Pierre Galland, un peuple laïque qui effectivement existe, qui se manifeste souvent sur des questions de société, sur des questions éthiques. On voit des structures laïques agissantes sur certains dossiers, mais on méconnaît très fortement, en particulier de notre point de vue d'observateur scientifique que nous sommes, on connaît très très peu ce monde laïque. Ce monde laïque, avec toute son hétérogénéité que vous venez de décrire, a malgré tout un mot à dire dans cette société, parce qu'il est représenté par un organe qui est un peu l'organe officiel de la laïcité, à savoir le Centre d'action laïque. Est-ce que tous les laïcs, ceux que vous venez de citer, se retrouvent forcément dans les prises de position du CAL? À vrai dire, pour ce que l'on en sait, certainement pas. Certainement pas, et il est heureux qu'il en soit ainsi. Le CAL représente historiquement les forces vives de la laïcité. Le CAL s'est en quelque sorte construit sur certaines ruines du mouvement laïque, ou en tout cas de l'esprit laïque au lendemain de ce qui a bien été une défaite pour la laïcité, à savoir la guerre scolaire et le pacte scolaire qui a mis fin à la fin des années 50. Le CAL est né quelques 10 ans plus tard, et c'est vrai, a rassemblé ceux qui se revendiquaient de l'humanisme laïque,
pour mener des combats successifs, des combats d'abord sur des questions éthiques, là où le poids, l'emprise du monde catholique était encore fort en Belgique, sur la contraception, sur l'avortement bien entendu, sur d'autres questions qui relèvent de l'éthique et du vivre ensemble, pour enfin défendre l'idée que la laïcité soit reconnue comme un segment convictionnel parmi d'autres et soit financée en tant que telle. Alors si nombre de combats éthiques ont été partagés pour beaucoup de laïcs, sur d'autres questions, comme la revendication de la laïcité, comme la perpétuation d'un cours de morale laïque aux côtés des cours de religion, comme le financement des cultes et de la laïcité organisée, un certain nombre d'hommes et de femmes qui se revendiquent de laïcité ne se reconnaissent pas. Et donc, ont constitué des organismes, ont constitué des mouvements, ont constitué des fronts qui ne sont pas nécessairement identifiés au Centre d'action laïque. Il y a malgré tout un socle de valeurs communes sur lequel l'ensemble ou la plupart des laïcs belges se retrouvent. Alors, certainement, cela dit, je pense que ce socle de valeurs communes est partagé par un très grand nombre de Belges. Et donc, il y a un vrai décalage entre les sentiments d'une partie de la population, parce qu'on vit dans un pays qui est très largement sécularisé, un pays qui s'est très fortement détaché de l'emprise de la morale chrétienne, et ce socle de valeurs communes que défend le Centre d'action laïque, finalement, il est partagé par un grand nombre de Belges. Alors il y a ce décalage, en effet, et puis par ailleurs, ce monde laïque est sans doute déforcé par sa diversité. Alors en même temps, cette diversité est sans doute un vivier qui permet peut-être d'agréger davantage de militants et de sympathisants, mais en même temps, il est déforcé par son hétérogénéité, malgré que, en effet, la plupart des valeurs sont communes. C'est sans doute sur l'action politique que le clivage se dessine. Vous n'avez pas le sentiment que le monde politique est parfois un peu frileux lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur des questions liées à la laïcité? Certains hommes politiques laïcs eux-mêmes n'ont-ils pas parfois tendance à ne pas mettre leurs convictions laïques en avant? Alors je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Il y a un fossé très profond entre ce que l'on entend dans le chef des hommes et des femmes politiques que l'on peut connaître dans le privé, et puis ce qu'ils revendiquent ou n'osent pas revendiquer plutôt quand ils parlent en public. La laïcité fait peur. Peut-être les réappropriations qu'elle a subies par l'extrême droite, le côté agressif sans doute ou radical de certains laïcs y contribue-t-il, mais peut-être l'image globale de la laïcité est-elle peut-être aussi un peu négative dans notre société contemporaine, de sorte que les politiques sont très frileux. Mais la véritable explication, selon moi, à cette frilosité, c'est qu'ils ont une peur bleue de ressusciter les clivages que la Belgique a connus et qui se sont clôturés au détriment de la laïcité et au détriment des revendications laïques à la faveur du pacte scolaire qui a conclu la guerre scolaire. Et depuis que cette hache de guerre a été enterrée au bénéfice, il faut le dire, du monde catholique, il y a une véritable peur du monde politique de détacher cette hache de guerre et de remettre sur la table un certain nombre de revendications qui aujourd'hui sont toutefois partagées par un grand nombre de Belges. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'extrême droite ou certaines extrêmes droites dans certains pays se revendiquent aujourd'hui de la laïcité. On pense notamment au cas de la France et de son Front National. Comment les laïcs peuvent-ils avancer sur le terrain des enjeux qui leur sont propres, sachant que derrière eux, cette pression existe? Oui, c'est une question véritablement très sensible qui ne se manifeste que très peu encore en Belgique, mais je pense qu'elle va l'être. En France, c'est très clair. L'extrême droite, qui est aujourd'hui, ça s'est révélé à la faveur des élections européennes, le premier parti de France, s'est totalement réapproprié la laïcité, en tout cas le terme, en le dévoyant complètement et en le présentant comme une sorte de rempart civilisationnel, de rempart souverainiste contre l'étranger, contre l'islam, contre tout ce qui fait peur aux Français. Alors en Belgique, ce risque existe aussi, mais je crois que de manière plus générale, la laïcité est mal comprise, qu'elle est réappropriée par d'aucuns qui en réalité ne se revendiquent pas du tout de la laïcité et font passer leurs projets relativistes de société en l'affublant d'une laïcité qui n'en est pas une, à mon sens. Et puis, de manière générale, il faut bien dire que la laïcité elle-même a du mal à faire reconnaître ces revendications pourtant très unanimement appréciées en les brandissant avec l'étendard de la laïcité. Alors peut-être faut-il, c'est une question que je pose, je n'y ai pas vraiment de réponse, mais peut-être faut-il réinventer en quelque sorte des mots qui puissent exprimer le même combat,
mais de manière différente, pour permettre à la fois de coaliser le plus grand nombre autour des revendications laïques et de se distinguer de ceux qui vont à l'encontre de ce qu'est la laïcité, à savoir un mouvement qui se revendique de la liberté, d'une vraie égalité et d'une véritable fraternité, d'une véritable solidarité entre les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions sociales. Je pense que peut-être y a-t-il là une piste, à savoir que ces valeurs démocratiques, ces valeurs communes dont vous parliez, finalement, c'est le fond même de ce qu'est une démocratie progressiste. Alors, voilà, je pense que c'est une des questions pour demain de la laïcité. Faut-il quelquefois escamoter le terme pour mieux assumer et mieux faire passer ses revendications, ou alors faut-il se cabrer et revendiquer ce terme au risque de ne réunir qu'une partie de ceux qui se revendiquent des mêmes valeurs? J'ai une dernière question, plus personnelle. Jean-Philippe Schreiber, on m'a soufflé que vous étiez vous-même assez critique à l'égard du système de financement public des cultes, en ce compris du financement de la laïcité. Vous collaborez néanmoins assez régulièrement avec le CAL, le Centre d'action laïque. Comment expliquez-vous cet apparent paradoxe? Je ne pense pas qu'il y ait de paradoxe. Effectivement, je suis très critique à l'égard du système global de gestion du religieux en Belgique, et notamment du financement des cultes et des convictions. Dans le même temps, il est tout à fait logique et tout à fait légitime, dès le moment où nous maintenons ce système, que le monde de ceux qui se revendiquent de la laïcité, qui se revendiquent de l'agnosticisme, qui se revendiquent de l'impartialité des pouvoirs publics, participe au bénéfice de ce système. Mais j'imagine que nous trouverons à l'avenir d'autres militants pour tenter de parvenir à un système beaucoup plus égalitaire et qui n'offre pas ces mêmes privilèges à des religions et à la laïcité organisée qui, selon moi, contreviennent quelque peu à l'égalité des citoyens et à une bonne gestion des convictions dans un État démocratique. Jean-Philippe Schreiber, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Eh bien, je vous propose à présent d'aller à la rencontre d'un des piliers de la laïcité en Belgique. Nous sommes ici devant le Centre d'action laïque qui a pour but de promouvoir et de défendre la laïcité. Le CAL fédère 7 régionales et coordonne 27 associations laïques. Son équivalent flamand est De Mens Nu et ensemble, ils constituent le Conseil central laïque qui est l'organe représentatif de la communauté non confessionnelle de Belgique. J'ai maintenant rendez-vous avec Henri Bartholomeüssen, le président du CAL, pour une courte interview. Henri Bartholomeüssen, vous êtes le président du Centre d'action laïque, voilà déjà 6 mois. Puis-je vous demander ce qui vous a motivé à prendre la présidence? C'est une opportunité qui ne se refuse pas. Quand des hommes et des femmes vous font confiance, vous investissent de leur confiance pour porter un projet et vous permettre de participer à la marche du monde, parce que je pense que la laïcité est vraiment une option pour l'humanité. C'est une chose qui forcément passionne. Je suis vraiment très heureux en tout cas d'avoir pu accepter cette fonction. Puisque vous nous parlez d'options pour l'humanité, est-ce que je peux vous demander quels sont précisément les grands défis à relever pour le CAL actuellement? Mais son premier défi sera probablement un effort de clarification. On sait qu'en Belgique, nous vivons une histoire très particulière par rapport à la laïcité. Nous avons été investis en tant que laïcité organisée de la mission particulière qui consiste à assurer la défense des valeurs morales de la communauté dite non confessionnelle. Et c'est une chose fort importante sans doute, mais qui souvent induit le trouble, brouille un peu le message. La laïcité a notamment cela pour fonction, mais elle a surtout une autre fonction beaucoup plus universelle, qui consiste effectivement à affirmer l'autonomie de la personne, à affirmer la contingence des appartenances, à affirmer la séparation de la sphère publique et de la sphère privée, et à constituer, si vous voulez, une créance dans le chef des citoyens à l'égard de l'État, à l'égard de l'État de droit. Vous voyez que l'ambition est bien plus large que d'assurer la défense des valeurs morales d'une communauté dite non confessionnelle. C'est même peut-être à certains égards aux antipodes même du projet laïque, puisque le terme communauté et laïcité vont mal de pair. La laïcité a une vocation à l'universalité et non pas à la communauté, et encore moins bien sûr au communautarisme. Est-ce qu'on pourrait définir la laïcité belge comme ceci? Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle prend part ou qu'elle fait partie d'une spiritualité parmi d'autres? Est-ce que vous seriez confortable avec cette définition? Elle n'est pas indifférente de la spiritualité, mais je ne pense pas que ce soit la spiritualité qui la caractérise. Je veux dire par là que
La laïcité, je l'ai définie par rapport à 3 critères, l'autonomie de la personne, la créance vis-à-vis de l'État, les droits fondamentaux de l'individu, mais au fond, c'est la condition, la proto-philosophie qui autorise toutes les autres, qui autorise, je dirais, aussi bien les convictions confessionnelles que non confessionnelles, toute forme de spiritualité. Au fond, le seul ennemi de la laïcité, on pourrait l'identifier dans le radicalisme, dans le cléricalisme, dans les fondamentalismes, dans tout ce qui relève de l'intégrisme. Les détenteurs de vérité ont tendance, avec la meilleure foi du monde, à vouloir la faire partager par le restant de l'humanité. Et ça passe par la conversion, non par l'instruction. En ça, le discours laïque, effectivement, est, je dirais, au centre, est la clé de l'avenir de l'humanité. Les valeurs laïques se résument parfois à liberté, égalité, solidarité. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le CAL va tenter ce travail de solidarité et en quoi et où réside cette solidarité? Mais pour aborder la solidarité, il faut en expliquer la genèse, c'est comme vous le faites. La liberté est sans doute le ciment de la laïcité. La liberté est sans doute, ou les libertés sont sans doute les valeurs premières d'un État laïque. Mais elle ne se conçoit bien sûr, cette liberté, que pour autant qu'on soit dans un rapport d'égalité entre les citoyens. Si vous établissez une hiérarchie, une dépendance, il n'y a plus place pour la liberté. Et la deuxième condition, effectivement, pour assurer cette liberté et cette égalité, c'est d'en assurer la permanence. Or, on peut naître libre et égaux sans pour autant le demeurer. Et donc, l'État de droit se doit, à l'égard du citoyen, de répondre à la pauvreté, à la maladie, à la souffrance, à l'inculture. Il doit être vraiment le gardien de l'autonomie et de l'émancipation des individus. Et donc, ça, c'est la solidarité. Quel que soit le sort que la vie vous réserve, il faut que le plus faible soit sauvé, soit maintenu en état d'autonomie par, je dirais, les mieux nantis. Ça, c'est le concept même de solidarité. Et cette solidarité passe en premier lieu, en tout premier lieu, par l'éducation. Car s'il y a bien un patrimoine indispensable à tous les autres, vraiment le ferment même de l'autonomie et de la liberté, c'est la capacité qu'ont les individus à se comprendre, à apprendre, à instruire et à transmettre. En cela, l'éducation sera au centre du débat. En ça, l'éducation sera nécessairement publique, elle sera égalitaire, et c'est une manière d'établir notre solidarité. On sait que la question du financement public des cultes pose problème à beaucoup de laïcs qui se demandent s'il ne faut pas abolir purement et simplement ces subventions. Et donc ce sont aussi les subventions qui sont accordées à la laïcité via le CAL. Est-ce que c'est un point de vue que vous pouvez comprendre? Mais non seulement je le comprends, mais au risque d'être iconoclaste, je le partage complètement. Un État véritablement laïque n'a pas besoin de subsidier les cultes. Et la preuve que nous ne soyons pas aujourd'hui dans un État laïque, c'est que précisément l'État subsidie les cultes, entre autres choses. Et on a tendance en Belgique à confondre laïcité et neutralité. On pense que parce que l'on subsidie les cultes, on établit une sorte de règle un peu molle de neutralité. En réalité, le fait de subsidier des cultes, ça permet de marquer sa préférence. Ça permet de faire prévaloir une conviction, un culte sur un autre. Ça permet de distribuer ses avantages. Et je serais le premier à penser que dans un monde idéal, un monde où, je dirais, l'État belge n'aurait pas trahi en quelque sorte la laïcité de sa constitution, eh bien, il n'y aurait pas lieu de subsidier ni les cultes et encore moins la laïcité organisée. Donc le jour où nous aborderons vraiment et de plein pied et de manière concrète la laïcité de l'État, il ne sera plus nécessaire de financer la laïcité. Quelle est votre vision du dialogue avec les religions? Pensez-vous que ce dialogue est nécessaire, qu'il doit exister? Si oui, comment pensez-vous le mener et à quelle fin? D'une manière générale, je pense que le dialogue est toujours nécessaire. Le dialogue, c'est ce qui oblige les interlocuteurs à se reconnaître entre eux. C'est se reconnaître comme humain, comme susceptible comment dirais-je, de mériter le débat. Et au fond, si on veut éviter les antagonismes et les luttes comme moteur de l'histoire, il faut toujours préférer le dialogue. Mais le dialogue n'est pas la conversion. Le dialogue, c'est aussi savoir conserver ses convictions personnelles, les soumettre je dirais, à la contradiction de l'autre et y voir place pour une richesse. Donc le jour où ce dialogue, et il s'opère déjà avec de nombreux croyants, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, on voit de plus en plus effectivement que la modernité a pénétré les populations, fussent-elles croyantes, et que donc il y a place à la fois pour un dialogue laïque et basé sur le respect des convictions.
Si vous me dites cela, c'est que vous considérez que la laïcité, le CAL, n'a pas pour vocation de s'adresser uniquement aux athées ou aux agnostiques, mais qu'il peut aussi ouvrir la porte à certains croyants qui pourraient trouver leur place dans le mouvement laïque? J'en suis intimement convaincu. Je pense que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des passeurs, ce sont des gens qui sont capables de sortir de leurs convictions pour partager en commun ce qu'il y a de plus essentiel, le plus fondamental, le plus invariant chez l'être humain. Et donc, évidemment, à titre personnel, je suis un athée, mais lorsque je parle de laïcité, je dépasse ma condition singulière d'athée pour m'ouvrir effectivement à l'opinion d'autrui, éventuellement la discuter, au risque même du blasphème, parce que ce qui est important pour moi, c'est le respect de la personne. Aucune idée ne mérite d'être tabou, aucune idée ne mérite d'être protégée. Toute idée doit pouvoir être soumise au banc d'essai, à la contradiction. Les faits également, il n'y a pas de fait qui soit protégeable. Donc la tolérance est un concept de ce point de vue assez dangereux. Je lui préfère la laïcité car elle est plus proactive. Elle permet à l'individu de revendiquer quelque chose qui lui est essentiel, qui est fondamental, qui est sa capacité à se choisir un destin tant individuel que collectif. Henri Bartholoméus, merci encore d'être venu parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose de découvrir maintenant une des multiples activités du Centre d'action laïque. Il s'agit d'activités sociales sur le terrain. Nous sommes ici devant le centre culturel de Tubize où l'on inaugure aujourd'hui une exposition un peu particulière puisque tous les artistes qui y participent sont âgés de 9 à 15 ans. Il s'agit en fait d'un groupe de jeunes qui fréquentent l'atelier Créativité de la Fabrique de Soie, l'antenne du Centre d'action laïque en Brabant Wallon, ici à Tubize. L'exposition s'intitule Ordre et désordre et moi dans tout ça, une question à laquelle ces jeunes artistes ont voulu répondre de façon très personnelle, vous allez le voir. C'est une œuvre qu'on a fait sur le thème Ordre et désordre. Et moi j'ai un peu repris l'image d'Anonymous. Alors, quand on parle d'ordre et de désordre, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à tout ce qui se passe bien et tout ce qui se passe mal dans le monde. Donc tu considères que ce qui est l'ordre, ce sont des choses bonnes en général? Oui. Oui. On a fait une affiche ordre et l'autre désordre. On a découpé tout ce qui était dans un magazine et tout ce qu'on trouvait ordre, on l'a mis là-dessus et tout désordre, on l'a mis dans l'autre. Qu'est-ce que tu as mis dans l'ordre par exemple? Oh là là, je me rappelle plus en fait lequel est ordre et lequel est désordre. Madina, qu'est-ce que tu as entre les mains là? J'ai une chambre qu'on devait imaginer en atelier créatif avec Olivia. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Mon lit de rêve que je voulais faire et un tableau. Et ça représente quoi pour toi? C'est l'ordre ou le désordre? L'ordre, parce qu'elle est rangée. Et en vrai, ta chambre, elle n'est pas rangée? Un peu. En fait, l'idée, c'est de pousser les jeunes à se positionner, à s'affirmer, un petit peu à essayer de réfléchir comment ils se positionnent dans l'ordre et dans le désordre du monde. Et l'ordre et le désordre du monde, pour un jeune, c'est l'école, c'est la chambre, la famille, mais la planète. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de les pousser dans leurs derniers retranchements par rapport à toutes ces thématiques, ces sous-thématiques qui font leur environnement de tous les jours. Ça va donc bien au-delà de la simple expérience artistique. Alors oui, en fait, à la Fabrique de Soie, on passe son temps à mixer réflexion, création, expression, art. Donc on mélange tout ça sans cesse avec les jeunes pour les faire réfléchir d'une part, et puis pour leur donner l'occasion de s'exprimer, parce que certains ont plus de difficultés à s'exprimer avec des mots. Par contre, ils s'expriment très très bien en peinture, en dessin, en sculpture ou dans des performances. La première fois que vos enfants participent à une exposition? Non, pas du tout. J'ai ma grande fille qui est là, ça fait 3 ans qu'elle est là. Donc elle expose, c'est sa 3e année et je trouve ça magnifique. Il y a des choses que je ne vois pas à la maison qu'elle fait, qu'ici elle se laisse aller, elle se découvre elle-même et que je la découvre moi en plus ici. Vous avez une idée de ce qui pousse les parents à inscrire leurs enfants à vos activités? Je pense qu'ils sentent que la Fabrique de Soie, mouvement laïque, s'inscrit vraiment comme partenaire de l'éducation,
des enfants, partenaire de la scolarité, partenaire beaucoup plus global dans la réflexion, dans l'ouverture, dans l'expression, enfin dans tout ce qu'on peut apporter à un jeune pour l'aider à se construire finalement. Et donc il y a pas mal de parents qui sentent assez vite qu'on ouvre des tas de portes pour leurs jeunes. Et puis il y a des parents qui disent nous on va à la fabrique de soie pour le soutien scolaire. D'autres disent non, nous on va à la fabrique de soie pour l'éveil artistique par exemple. Ça arrive. Mais on a beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants chez nous pour l'éventail des activités qu'on peut proposer à un enfant ou à un adolescent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inscrire vos enfants à la fabrique de soie? De un, le respect de toutes les religions, et de se retrouver tous ensemble et entre les enfants, donc ils se découvrent entre eux-mêmes. Ils apprennent au-delà de l'art, ils apprennent aussi à vivre ensemble, c'est quelque part une leçon d'humanité. Exactement. Ma fille, comme elle avait des lacunes en maths, je me suis dit pourquoi pas. J'ai poussé la porte et j'ai demandé des renseignements. Et voilà, je l'ai inscrite et j'ai vu qu'elle avait fait des progrès en maths. Donc je l'ai laissé continuer l'année suivante aussi. Et elle trouvait ça bien, quoi. Je la trouvais beaucoup plus épanouie. Elle se sentait en confiance, elle avait pris confiance en elle en fait. Vous avez le sentiment d'être une vitrine laïque pour certaines familles qui ne connaissent a priori pas grand-chose de la laïcité? Oui, oui bien sûr, puisque l'air de rien, j'aime bien l'expression l'air de rien, parce que voilà, sans expliquer, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion à tout mettre en œuvre pour ouvrir les jeunes, dynamiser leur curiosité, stimuler leur esprit critique, etc. Et je pense que les parents s'en rendent compte tôt ou tard. Et donc j'aime bien aussi le tôt ou tard parce que voilà, c'est pas si évident que ça, hein, l'éveil vers la laïcité, vers les valeurs laïques. En plus, nous, on est ouvert à toutes les familles, toutes les origines, tous les milieux, des enfants qui viennent de l'enseignement libre, de l'enseignement officiel, enfin... Voilà, on est finalement, la fabrique est une belle vitrine de tous les milieux de Tubize et des environs. Et je pense que sur Tubize, je ne pense pas me tromper, il y a au moins 30 pays d'origine représentés à Tubize. Et je pense que ces 30 pays d'origine, ils sont à la fabrique de soie. Et donc déjà ça, quand on travaille avec des jeunes qui viennent de 30 horizons différents, et qu'ils s'en rendent compte, on a déjà gagné quelque chose parce qu'on les fait s'exprimer là-dessus aussi. Et donc il y a une dynamique, il y a une convivialité qui naît de ces échanges, de tout ça. Voilà, c'est ici que cette émission se termine, en espérant vous donner le goût de nous suivre tout au long de cette saison pour y aborder ensemble de nombreux sujets. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou de vos commentaires que nous souhaitons toutefois constructifs. Nous sommes en effet à votre écoute pour que ce rendez-vous de la laïcité devienne véritablement le vôtre. Au revoir et merci de nous avoir suivis.